Bonjour et bienvenue dans Génération Méditerranée, l'hebdo. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro politique. La France compte-t-elle encore sur la scène internationale et plus particulièrement en Méditerranée? Les crises se multiplient, de la petite phrase malheureuse aux fautes politiques. On fait le point aujourd'hui avec notre invité Laurent Dominati. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous êtes ancien ambassadeur, homme de médias, vous avez fondé le site d'information lesfrançais.press, vous avez également été député de Paris et vous présidez l'association Sauver la Méditerranée. Vous avez déjà répondu à la question « Qu'y a-t-il de plus méditerranéen en vous » Vous souvenez-vous de votre réponse? Je m'en souviens parce que vous venez de me le rappeler, c'était la politique. C'était la politique. La politique. Et du coup, la transition est juste parfaite pour notre émission du jour. Mais avant cela, on a remanié un petit peu l'ouverture pour vous spécialement. On vous a préparé un portrait chinois méditerranéen. Laurent Dominati, vous étiez un pays de Méditerranée. L'Atlantide. L'Atlantide. L'Atlantide parce que... Vous croyez à ce mythe? Non, j'y crois pas. Mais c'est tous les mythes, c'est tous les mythes. C'est le paradis perdu, c'est le paradis dont on rêve, c'est la cité idéale, c'est... La démocratie. C'est la démocratie, c'est tous les mythes méditerranéens, c'est la capacité de la Méditerranée à inventer même l'Atlantique. Et donc ça, c'est quand même ce rayonnement fabuleux. Et puis c'est la part du rêve. On ne fait rien sans rêver. Si vous étiez un événement méditerranéen. Un événement, alors aujourd'hui, parce que si vous me... Voilà, je pense aux célébrations de la libération de la Corse. Oui, si j'étais un événement, j'aurais aimé être dans la libération de la Corse. Pourquoi? Parce que mon père m'en parlait beaucoup. Il avait 16 ans, il avait une mitraillette dans les combats de Lévis où en fait c'était tout le village qui se battait contre l'Africa Corps. Et on oublie, c'est quasiment pas dans les livres d'histoire, on oublie qu'ils ont gagné, les villageois, les gens humbles, les paysans, les gens du village, et ils ont repoussé la colonne de chars allemands qui a dû faire demi-tour, des combats très violents à Lévis. Et il m'en a parlé beaucoup sans jamais se mettre en avant parce que c'était un gamin, mais quand on pense qu'il avait 16 ans et que d'autres, comme lui, son cousin qui est mort, qui avait le même âge, on se dit, on a changé d'époque, on a changé de vision, et puis là en plus, il se battait pour quoi? Pour la Corse, pour la France, pour la liberté, et pour une certaine dignité, voilà, pour leur village. Voilà. Et ça, je trouve que c'est une chance de... C'est des grands mots, mais c'est des chances d'être un peu héroïque, de participer à l'histoire, même à son échelle. Voilà. Enfin, si vous étiez un personnage de Méditerranée. Alors, je vais me faire une réputation sulfureuse, je dirais Machiavel. Oh, le Florentin réaliste. Le Florentin réaliste, parce que c'est l'inventeur de la politique, de la science politique. Oui. C'est lui qui, le premier, a séparé le pouvoir et la religion, le sacré, tout ça, et qui a montré tout ce qui pouvait être dans les astuces du pouvoir, les manigances, les abus de pouvoir. Et en fait, Machiavel est un républicain. Et en plus, il a une carrière de politique et d'ambassadeur. Et d'ambassadeur, ce qui tombe très bien. Allez, on reste en politique, Laurent Dominati. On parle même des élections sénatoriales qui ont eu lieu le 24 septembre dernier. 170 sièges en jeu sur les 348 que compte la Chambre haute du Parlement. Résultat des courses. Les grands équilibres droite-gauche se maintiennent avec une majorité LR centriste, une opposition PS, Renaissance recule, Horizon progresse et le RN, le Rassemblement national, fait son retour au Palais du Luxembourg avec 3 sénateurs. Voilà pour la photo finale. Parmi ces 170 sièges, 6 concernaient la circonscription des Français établis hors de France. On va les voir à l'image. En tout, ils sont 12 sénateurs représentant les Français de l'étranger. Et je remercie le site lesfrançais.press qui fournit l'infographie avec les noms qui s'affichent. À l'Assemblée, ce sont 11 députés qui, depuis 2012, c'est récent, relativement, assure cette mission. Laurent Dominati, pourquoi a-t-il fallu, à un moment, réformer cette représentation des Français établis hors de France? Parce qu'auparavant, il n'était représenté que par des sénateurs et par un conseil qui était à moitié élu, à moitié nommé. Il y avait comme ça quelque chose d'un peu anormal, et je crois que c'est Nicolas Sarkozy qui a décidé de créer des circonscriptions pour qu'il y ait une élection directe de députés. En réalité, ça fait beaucoup, très honnêtement, 11 plus 12, ça fait beaucoup de parlementaires, d'autant plus qu'il y a une assemblée des Français de l'étranger, et surtout qu'il y a
peu de votants, non pas pour les sénateurs, parce que là, c'est au deuxième degré comme partout, mais aux élections législatives, il y a peu de votants. Ce qui est surprenant, au-delà dans la description que vous avez faite du Sénat, c'est que quand on voit les résultats du Sénat, contrairement d'ailleurs à ce qui se passe aux Français étrangers, où il y a eu quand même pas mal de bouleversements, des sénateurs élus sur des listes indépendantes, des dissidents, beaucoup de relations personnelles, si je puis dire. Quand on regarde la composition du Sénat, on s'aperçoit que les partis dominants sont ceux qui existent le moins. Oui. Et que les forces politiques qui étaient aux élections présidentielles sont ceux qui existent le moins au Sénat. Il y a un petit problème. Si j'étais le président du Sénat, je serais un peu inquiet. Oui. Parce que le groupe LR, sa candidate aux dernières élections présidentielles, l'a fait très peu. Le groupe socialiste, qui est le plus important au Sénat, sa candidate a fait un petit peu moins encore que le groupe LR. Et les candidats qui sont arrivés en tête du premier tour, j'entends, c'est-à-dire Macron, LFI, le Front National, enfin le Rassemblement National, ils ont ou quasiment pas de sénateurs, ou bien ils baissent. Oui. Je pense qu'il y a un petit problème démocratique du point de vue du mode d'élection des sénateurs. Mais j'en ai déjà trop dit. Oui, n'est-ce pas? On y reviendra. Quelles sont les missions de ces parlementaires? Alors, les missions de ces parlementaires des Français de l'étranger sont exactement les mêmes que les autres parlementaires. Quand vous êtes député ou sénateur, d'ailleurs, vous n'êtes pas sénateur des Français étrangers ou sénateur de Corse. Ça, c'est un abus de langage. Vous êtes député de la nation. Oui. Voilà. Et vous parlez au nom de la nation. Et vous traitez de tous les sujets. Alors, évidemment, quand vous êtes député de la Corse ou sénateur de la Corse, vous avez une attention particulière pour la Corse. Et quand vous êtes sénateur des Français étrangers ou député, vous avez une attention particulière à votre circonscription ou aux questions des Français étrangers, qui, évidemment, sont très particulières par rapport à celles des autres Français. Les Corses qui forment une diaspora importante. Il y a eu très souvent des sénateurs d'origine corse chez les Français étrangers, ou des députés d'ailleurs. Et donc c'est des sujets très particuliers, que ce soit la fiscalité, le logement, les bourses, l'éducation. On est dans le concret. On est dans le concret. Plus que le concret. Les Français à l'étranger, justement, sont souvent considérés soit comme des ultra-privilégiés, soit comme des citoyens de seconde zone. Où mettez-vous le curseur ? Bon, ce ne sont pas, heureusement, des citoyens de seconde zone, mais c'est vrai qu'ils sont assez mal considérés parce qu'on considère qu'ils ne payent pas les impôts. C'est pas vrai d'ailleurs, ils en payent. Ils payent des impôts sur ce qu'ils touchent en France, et puis il ne faut pas oublier qu'ils payent les impôts là où ils sont. Et en revanche, ils n'ont pas le droit d'accéder à un certain nombre de services publics qui sont donnés à tous les Français. L'école, par exemple. Oui. L'école, elle est payante pour les Français de l'étranger. Ou la sécurité sociale. Certains payent la CSG, mais ils n'ont pas droit à la sécurité française. Donc, c'est vrai qu'ils ne sont pas toujours très bien traités, ils sont très souvent caricaturés, mais il y a un grand changement dans les dernières années, c'est qu'ils représentent vraiment une palette extraordinaire. La caricature de l'évadé fiscal, tout ça c'est fini, ça n'existe plus. C'est souvent des jeunes, des entrepreneurs qui vont à l'étranger parce qu'ils ont envie de vivre ailleurs, de voir un autre monde, de tenter leur chance ailleurs. Ils croient que c'est plus facile, et ça l'est souvent d'ailleurs, hélas pour la France. Et puis ils reviennent, et puis voilà, c'est la vie qui devient planétaire, et c'est une très bonne chose. On va voir les députés ancrés dans les circonscriptions méditerranéennes. Vous les voyez à l'écran. Quel rôle peuvent-ils jouer en cas de crise bilatérale ou régionale? Est-ce qu'il y a une diplomatie parallèle qui se met en place? J'espère, si c'est le cas, avec l'accord et sous l'autorité du ministère des Affaires étrangères. Alors, il faut l'espérer, c'est pas toujours le cas. Oui, d'accord. C'est pas toujours le cas, c'est-à-dire que souvent vous avez des parlementaires qui n'ont pas besoin d'être d'ailleurs des députés français étrangers, qui vont en Irak quand on est en conflit avec l'Irak, ou en Russie, voir Poutine quand on est en conflit avec Poutine. Donc vous avez toujours eu ça, vous avez toujours eu des parlementaires qui faisaient autre chose que leur propre gouvernement, qui prenaient un malin plaisir. Pour les Français de l'étranger, pour les députés et sénateurs, ils ont un avantage, c'est qu'ils sont souvent dans ces pays-là qui connaissent beaucoup de monde. Oui. Donc, ils peuvent donner des informations, ils peuvent servir de relais, ils sont près de la population française, mais ils sont aussi auprès des autorités. Voilà, donc, alors c'est pas une diplomatie parallèle, mais ça peut faciliter les choses. Je vois par exemple le député des Français de l'étranger de la circonscription d'Europe qui tient avec Israël. C'est Meir Habib, que vous voyez ici à l'Assemblée, là, il a un contact direct avec le Premier ministre israélien. Je ne dis pas que le gouvernement français est toujours d'accord avec lui, ni qu'il peut parler au nom du gouvernement français, certainement pas. Mais parfois, ça peut aider. Ça peut aider. Je vois Frédéric Petit, qui est en Allemagne,
voilà. Il connaît beaucoup de monde. Enfin, je pourrais parler de chacun, c'est pas la question. Mais oui, ça facilite les choses. Parfois, ça gêne. Oui, aussi. Si on doit revenir à l'actualité, on peut parler des relations entre la France et le Maroc qui ne sont pas au beau fixe. Le séisme a exacerbé un peu plus les tensions entre les deux pays. Le Maroc n'ayant pas répondu à la proposition d'aide de la France. Je rappelle qu'on parle d'action publique puisque la chaîne de solidarité entre organisations caritatives fonctionne, ce qui confirme bien le caractère politique de la brouille, en fait. Est-ce que là, les élus de l'étranger peuvent s'en mêler ou alors vraiment ça doit se jouer au niveau, je dirais, simplement diplomatique et au niveau de l'exécutif? Non, là, c'est l'État. Oui. Là, c'est la politique de la France et c'est la politique du Maroc. Le Maroc n'est pas exempt de reproches dans la brouille. Non, bien sûr. Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a le problème des visas. La France aurait restreint le nombre de visas. Mais la France restreint le nombre de visas parce que le Maroc ne reprend pas toujours ceux qui sont expulsés de France. Effectivement. Voilà. Il y a l'affaire d'espionnage Pegasus, où le Maroc aurait espionné certains membres du gouvernement, voire même le président français. Il y a également la proximité avec l'Algérie qui est reprochée à la France. Enfin, c'est un contexte. C'est un ensemble. Donc je veux dire, l'un n'est pas... Non. Mais cela étant, même si je défends par principe mon pays, je crois qu'on se trompe beaucoup et on s'est considérablement trompé sur la politique à mener vis-à-vis du Maroc, de l'Algérie et d'une façon générale en Méditerranée. On a choisi une politique de réconciliation avec l'Algérie. Cette semaine, le gouvernement algérien vient d'expliquer que les écoles qui continuera à enseigner le français seront sanctionnés. Oui. Vous voyez où on en est. Et notre ami, où il y avait des relations vraiment personnelles entre les hauts responsables marocains, y compris le roi, qui est très souvent en France, et les responsables politiques au plus haut niveau, français, étaient très chaleureuses, très directes. Et là, il y a eu une vexation, une susceptibilité, puis il y a l'histoire du Maroc, du Sahara occidental. Et donc, je pense que la France a été incapable. D'abord, elle s'est trompée sur l'Algérie, elle a fâché le Maroc, mais elle s'est trompée aussi sur la Tunisie, parce qu'on n'a pas soutenu la Tunisie lorsque la démocratie tunisienne émergeait, alors que c'était le moment où il fallait l'aider. Et maintenant que ce n'est plus une démocratie, puisque le président a pris tous les pouvoirs, alors maintenant on vient aider. Bon, si vous voulez, je pense qu'on ne peut dépasser ces questions de rivalité de pays à pays que si la France, qui est la première puissance méditerranéenne, a une politique d'ensemble pour la Méditerranée. Malheureusement, elle ne l'a pas. Oui, alors justement, autre pays, autre crise, mais celle-ci est spirituelle en prime depuis cette semaine. Il s'agit bien sûr de l'Italie. Premier volet, Lampedusa et son afflux de migrants. On évoque plus de 10 000 personnes en une semaine qui a réveillé cet afflux l'Union européenne pour mieux souligner son incapacité, son refus peut-être de réfléchir à une solution globale, concertée, y compris avec les pays de la rive sud de la Méditerranée. Après avoir largement critiqué la gestion de la question migratoire par Giorgia Meloni, la France semble avoir redécouvert l'étendue du problème. Le, je cite, devoir de solidarité européenne avec l'Italie mentionné par le président Emmanuel Macron est venu se substituer aux petites phrases assassines de son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Tout ceci était sans compter sur l'intervention du pape François à Marseille cette semaine qui a dénoncé, je cite là encore, le fanatisme de l'indifférence. Et on voit les images du stade Vélodrome, des propos injustes pour certains, d'une rare précision pour d'autres. Laurent Dominette, vous avez vous-même réagi à cette séquence politique du pape François sur le site lesfrançais.press. Qu'en est-il de cette situation, de ce rapport avec l'Italie et encore une fois qui est polarisé par les faits et la crise migratoire? Alors, je pense que la France avait tort de se fâcher avec l'Italie, d'autant plus que l'Italie, c'est notre sœur. Oui. On a toujours, voilà, ça me semble, même si on n'est pas d'accord, on peut se parler autrement. Voilà. D'autre part, c'est un allié, et c'est un allié sans lequel on ne peut pas faire grand-chose. Ce qui explique d'ailleurs que parfois on ne fait rien, donc comme politique méditerranéenne. Donc on avait tort de se fâcher, en tout cas d'employer un certain nombre de mots. Maintenant, Giorgia Meloni aussi, elle a tort, parce qu'elle a démontré que l'Europe, elle n'en voulait pas, les migrants n'en voulaient pas, et puis quand il y a des migrants qui arrivent, elle appelle au secours. C'est peut-être bien utile, l'Europe. Elle s'aperçoit tout d'un coup que sans l'Europe, elle ne peut rien faire. Oui. D'ailleurs, elle l'a reconnu. Ce qui signifie que sur ces questions migratoires, il n'y a pas de réponse simple. Ce qui signifie aussi qu'il y a un certain nombre de principes. Le pape a rappelé un principe qui est évident. Quand quelqu'un coule et se noie, on le sauve. Oui. Il y a un devoir de fraternité, pas d'indifférence. On ne repousse pas les bateaux.
Mais il y a un autre principe. C'est le principe d'ailleurs qui date de 1954, c'est celui des réfugiés. N'est pas réfugié celui qui décide de l'être. Et réfugié celui qui a des raisons de l'être pour des raisons politiques, pas économiques. Et le fait qu'on ait appliqué un droit européen qui n'est pas la lettre du droit européen, ni même du droit international, de laisser faire en sorte que dès que vous mettez le pied à Lampedusa, ou à Melilla, ou n'importe où, oui, ou à Lemnos, en Grèce, alors, hop, ça y est, vous avez gagné, hein, Marel. Et là, vous êtes sûr de rester 6 mois, 1 an, 2 ans sur le territoire européen, dans lequel les lois vous plongent dans une semi-clandestinité, parce que vous empêchent de travailler, vous devez attendre ceci, vous devez... Et évidemment, la première chose que vous faites, vous le voyez sur les images, vous partez. Et donc on organise l'illégalité par un surplus de légalisme. En fait, ce droit qui est de dire on doit examiner chaque situation, on doit pouvoir le faire effectivement en dehors de l'Europe. On doit le faire rapidement, surtout au moyen d'Internet avec les moyens que l'on a. Et donc, et on doit pouvoir dire à tous ces malheureux, à ces femmes qui se font violer, qui meurent, aux bébés, etc., non, ne venez pas en Europe, parce que si vous venez de façon illégale en posant le pied, ça ne suffit pas pour avoir le droit d'y rester. Donc à la fois, vous voyez, c'est compliqué parce que le pape a raison, et on ne peut pas laisser les gens. Il faut sauver les gens, c'est enfin que ça veut dire. Il ne faut pas non plus les attirer pour qu'ils se noient. Et puis une fois qu'on les a sauvés, ben oui, il faut les renvoyer. C'est difficile. C'est pour ça qu'on ne peut pas le faire de façon solitaire, comme l'a dit, comme le promettent certains esprits simplistes. Il faut le faire avec l'Europe, il faut le faire avec les pays du Sud, il faut même le faire surtout avec les pays subsahariens. Et c'est la raison pour laquelle il nous faut une politique méditerranéenne. Méditerranéenne. Laurent Dominat, je vous propose de respirer un petit peu. On prend l'air, on prend de la hauteur aussi avec notre Zoom de la semaine. Yassine Nasseri est la directrice de l'association Kimamori, dédiée aux arts et lettres du monde. Du 10 au 12 novembre prochain, l'association organise la 2e édition du festival Littérature et Oralité Mille Voci et Mille Scritti à Saute. Yassine Nasseri revient sur la rencontre de ses plumes et de ses voix qui racontent le monde. On regarde. Depuis la nuit des temps, l'oralité a porté, nourri et porté la transmission. L'écriture a permis d'assurer effectivement une transmission où les traces sont gardées, posées. Mais il n'empêche que l'imaginaire et le regard humain réinventent chaque jour la vie. Et réinvente peut-être presque mieux en revisitant les contes, les légendes, les épopées, tout ce qui émane des traditions ancestrales. Donc pour nous, la littérature se nourrit de l'oralité. Je pense qu'il y a 1000 façons de s'intéresser à son monde, de regarder son monde. Lire la littérature en est une. Donc moi j'aime les livres qui me permettent bien sûr de voyager, de m'ouvrir les horizons, et puis de trouver de nouvelles perspectives en regardant mon monde. On dit souvent que les écrivains sont devins, c'est pas faux, ils perçoivent des choses et ils nous les transmettent. Donc voilà, ce qui me semble intéressant, c'est que on est un être humain, mais plus on voyage dans les livres et plus notre horizon s'ouvre. On attend beaucoup de choses, on demande beaucoup de choses aux auteurs. Un orateur, écoutez, je pense pas qu'on puisse vraiment répondre à ça systématiquement. La tendance qu'on peut remarquer aujourd'hui est que les écrivains, on voit, comme d'antan, ça c'est un peu comme l'histoire de la littérature et d'oralité, les disciplines n'étaient pas séparées de façon rigide. Donc un écrivain, il peut être musicien, il peut être chanteur, il peut être un artiste, point, dans l'absolu.
et c'est le cas aujourd'hui. Donc nous, effectivement, bien entendu, puisque notre festival c'est littérature et oralité, on sollicite des écrivains qui aiment aller à la rencontre du public, ce qui est maintenant quand même assez généralisé, qui savent porter leur texte dans leur lecture à voix haute, et de mille autres manières aussi. Donc, il me semble qu'en tout cas, il y a beaucoup d'auteurs aujourd'hui, de tous âges et de tout centre d'intérêt, qui ont cette force de transmission dans l'oralité. Laurent Dominati, Yacine Asseri évoquait l'importance des outils pour comprendre le monde. Aujourd'hui, est-ce que la France comprend la marche du monde? Est-elle toujours aussi influente sur la scène internationale? Elle comprend la marche du monde, elle n'est pas aussi influente. Elle est plus influente qu'elle ne pourrait l'être compte tenu de sa situation économique et de sa population, mais elle devrait l'être beaucoup plus parce qu'elle a beaucoup d'atouts, militaires, culturels, enfin bref, économiques. Elle pourrait l'être beaucoup plus, mais on ne peut pas atteindre ses objectifs si on ne sait pas exactement où on veut aller. C'est l'heure de la bande originale. Vous avez choisi l'un des plus bels hymnes à l'amour de l'opéra, Libia Monelici Calici. Levons nos verres, trinquons, c'est bien sûr la Traviata de Giuseppe Verdi, interprétée entre autres par l'inégalable Maria Callas. Allez, en 20 secondes, pourquoi ce choix ? Parce que c'est Maria Callas, c'est extraordinaire, c'est la Grèce, c'est l'Italie, c'est aussi la France avec Alexandre Dumas, puisque c'est l'histoire de la Dame aux Camélias. Oui. C'est l'amour, c'est la joie, c'est le drame en même temps, puisqu'à la fin c'est tragique. Donc il y a toute la Méditerranée. Il y a toute la Méditerranée, c'est magnifique. Laurent Dominati, merci de m'avoir accompagné durant cette émission. On vous retrouve ainsi que les membres de votre rédaction sur le site lesfrançais.press, un site pensé pour les Français de l'étranger, mais également très éclairant pour ceux qui s'intéressent à l'actualité internationale. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, toujours sur France 3 Corse via Stella ou en replay sur France.tv. Salut!